Et bonjour, ou plutôt je devrais dire bonne nuit. Ça y est, c'est la nuit, je poursuis mon test du Sony RX100 version 5. Donc là, je fais un test de nuit en astronomie, on va voir ce que ça donne. Là, le ciel est magnifique, il y a plein d'étoiles. Je suis dans le sud de la France, à côté des Saintes-Maries de la Mer, donc c'est un bon endroit pour faire des tests sur le ciel, même si on est au niveau de la mer. En face, il y a les Saintes-Maries, puis après, il y a la Méditerranée, donc il n'y a pas trop de pollution lumineuse. La Lune n'est pas encore levée, donc j'en profite pour faire des tests du RX105 sur le ciel. Alors c'est un appareil photo compact, hein, le tester sur le ciel, c'est un peu un crash test. Le capteur est petit, donc c'est pas du tout idéal pour l'astronomie. Mais le fait qu'il ait un capteur éclairé face arrière, assez moderne, récent, avec assez peu de bruit, et le fait que ce soit plutôt un grand capteur avec un objectif plutôt lumineux, c'est quand même assez tentant de savoir ce qu'il est capable de donner sur le ciel. Et puis l'une des choses qui est intéressante, c'est que comme dans les alphas, il est possible de rajouter des applications, notamment une application timelapse. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu, j'ai pu l'installer en fait en utilisant la même que j'avais mis dans le Alpha 7S, donc c'est exactement la même application. Il faut la payer malheureusement, elle coûte 10 euros. Sur un appareil photo à 1000 euros, est-ce que Sony a raison de rendre des fonctions supplémentaires payantes? J'ai un doute, il pourrait le mettre d'origine, ce serait plutôt sympa. Bref, cette application Timelapse, elle a une fonction d'origine pour faire des photos de nuit, des photos d'astronomie. C'est pas mal. J'ai fait un test, le problème c'est que le résultat est un peu décevant en fait. Les images du ciel sont belles, mais sur le timelapse, sur le filet d'étoiles, en fait les étoiles laissent une traînée derrière elles. Ça ressemble au filtre de lissage temporel qu'on trouve dans le logiciel Virtual DOM. Quand on met le lissage temporel trop fort, en fait les étoiles derrière laissent une traînée. Ce lissage temporel, il est intéressant lorsqu'on a des variations d'exposition entre deux photos, ça le gomme en fait. Donc là, je viens de lancer un autre timelapse, je fais un autre essai. J'ai lancé un timelapse avec les paramètres personnels. Donc là, j'ai mis un intervalle de 20 secondes. Et puis il est parti pour faire un timelapse d'une demi-heure à peu près. Donc on va voir ce que ça donne, mais je me suis déjà rendu compte de deux choses un peu décevantes. La première, c'est que la sensibilité se règle en automatique, je ne peux pas la régler à la main. Donc si l'appareil photo est intelligent, il va prendre une sensibilité intermédiaire, donc ce ne sera pas forcément un trop gros problème. Par contre, l'autre problème que j'ai remarqué, là il m'embête un peu plus, c'est que lorsqu'on fait des photos en longue pause de nuit avec la plupart des appareils photo numériques, d'origine, ce qu'ils font, c'est que derrière, ils enchaînent, ils font une deuxième photo dans le noir en laissant l'obturateur fermé, et puis ils soustraient cette photo à la première photo. Donc ça, c'est pas mal, ça réduit ce qu'on appelle le signal thermique dans la photo. Quand on est un peu astrophotographe, ça, c'est une opération qu'on préfère faire soi-même à la main avec des logiciels spécifiques. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que dans le RX105, dans les menus, il y a une possibilité de désactiver cette fonction. Donc ça, c'est très bien, c'est très bien, c'est ce qu'on retrouve sur la plupart des appareils photo numériques. Par contre, quand on lance l'application Timelapse, c'est l'application qui prend la main sur l'appareil photo. Et là, j'ai plus cette possibilité de désactiver la réduction du bruit en pause longue. Et du coup, en fait, j'ai mis un timelapse avec des intervalles de 20 secondes, mais il est en train de faire des temps de pause de seulement 10 secondes. C'est un peu dommage, ça fait beaucoup de temps perdu. Et puis ces problèmes de bruit thermique en pause longue, c'est pas forcément si grave que ça de la température déjà. Et puis on peut avoir des outils qui permettent de corriger ce signal thermique dans la vidéo. C'est pas infaisable du tout. On préférerait faire une belle image qui représente tous ces défauts et puis la retirer à l'ensemble de la vidéo. Donc là, je vais essayer de faire un nouveau timelapse, mais cette fois-ci en mettant des paramètres personnels et on va voir ce que ça donne. Donc dans les menus, une fois qu'on a lancé l'application Timelapse, dans les menus, on peut régler plusieurs choses en fait. Ce que je vais essayer notamment, c'est que je peux dire à l'appareil photo d'enregistrer les images et de générer le film lui-même. Donc si le film est mauvais, je pourrais toujours monter le timelapse moi-même en désactivant cette fonction. Dans mon mode manuel, je vais régler le temps de pause du coup sur 20 secondes. Alors du coup voilà, là c'est de nouveau pareil, en fait il ne m'autorise pas à faire 20 secondes, maximum ça va me faire 10 secondes avec des intervalles de 20 secondes, ça c'est vraiment dommage. Je mets l'ouverture à fond, on verra 1,8. Alors ce qui est important, c'est qu'en timelapse, il désactive la mise au point, ça c'est bien. Donc il faut faire la mise au point manuellement.
Faut y penser, sinon on va faire un timelapse tout flou. Je mets la mise au point sur l'infini. Je cadre à peu près. Là, je suis en train de reprendre mes tests, là où je les ai laissés hier, parce qu'en fait, je me suis fait rattraper un peu par les nuages. Il y a eu quelques passages de nuages, pas nombreux, mais suffisants pour gâcher les photos. Et puis, je me suis fait rattraper par la lune aussi, donc j'ai envie de faire des photos quand même avec un ciel noir. Et alors du coup, en faisant ces tests, j'ai quand même remarqué deux choses. Il y en a une positive, une moins bonne. La première positive, c'est que utiliser un intervallomètre filaire avec une prise Sony, ça marche très bien. Donc ça, c'est super, parce qu'il y a beaucoup d'appareils photo compacts avec lesquels c'est pas possible. Donc là, vous pouvez vraiment faire un timelapse en paramétrant tout ce que vous voulez avec l'intervallomètre, la longueur que vous voulez, etc. Donc ça, c'est nickel. La deuxième chose que j'ai vue, c'est que le timelapse que j'ai déclenché comme ça, rapidement dans le timelapse, on voit du bruit qui monte, des pixels surtout rouges, d'autres qui sont bleus, et ça va de plus en plus fort. En fait, ça se produit à mesure que le capteur chauffe. C'est le fameux signal thermique dont je parlais hier. Et ce signal thermique, en fait, plus le capteur fonctionne, plus il est utilisé, plus il chauffe, et au bout d'un moment, il devient très fort. Du coup, je me rends compte que finalement, dans l'application de timelapse, le fait qu'il retire lui-même le dark, une image noire à chaque fois qu'il fait une pause, c'est pas forcément si idiot que ça, vu ce défaut qu'il y a sur l'appareil photo. Pour produire un timelapse directement sans rien faire d'autre, en fait, il n'y a pas trop d'autres solutions, vu que ce défaut est pas forcément très constant dans le temps. C'est vrai aussi avec des appareils photo plus gros, mais avec des appareils photo plus gros, le boîtier est aussi plus gros, et l'effet de chauffage du capteur est moins important, et ce signal thermique est moins fort. Donc on peut très bien faire des timelapses sans trop s'inquiéter de ça. Bref, en tout cas, là je profite d'un bon ciel, je vais refaire quelques photos, je vais refaire aussi un timelapse malgré tout avec le bon ciel. J'aurais dû sortir ma frontale. Ah ça y est, c'est branché. Voilà, avec l'intervallomètre, il peut aussi servir de télécommande pour déclencher sans vibration. C'est plutôt pas mal. Donc là, je fais une photo de 10 secondes, déjà, voir ce que ça donne. Et j'ai déjà fait quelques photos avec 10 secondes de pause. On voit déjà pas mal de choses avec 10 secondes, c'est assez étonnant. Je vais augmenter. Cette fois-ci, je passe à 20 secondes. Là, j'ai en face de moi le ciel idéal pour faire ça. On voit encore bien le Sagittaire. Le Scorpion est en train d'aller se coucher. Du coup, j'ai le cœur de la Voie lactée en face de moi. On voit ça à l'été, en milieu de nuit. Là, on est plutôt en fin d'été. Donc, c'est une zone du ciel qui apparaît dès le début de la nuit. Ça évite de se coucher trop tard. Je vais en faire une dernière à 30 secondes. Après, je vais faire des tests en variant les sensibilités. Alors, pourquoi varier les sensibilités? En fait, on se rend compte sur les appareils photo qu'on a un phénomène de ce qu'on appelle d'iso-invariance, c'est-à-dire que passer une certaine sensibilité sur quasiment tous les appareils photo, l'appareil photo ne fait que amplifier le signal et n'apporte pas d'informations supplémentaires. Du coup, en amplifiant le signal, on sature davantage l'image et en fait, on n'a rien gagné. Donc le but là, ça va être de faire une série d'images aux différentes sensibilités de l'appareil photo. Et du coup, je vais voir à partir de quelle sensibilité le fait d'augmenter la sensibilité ne fait rien gagner du tout. Donc là, actuellement, je suis à 1600 ISO. Je vais redescendre. Là, je ne vais pas pouvoir me rendre compte tout de suite de savoir si la sensibilité a un effet. Il va falloir que je prenne les photos, que je les ouvre dans Photoshop. Je vais les surexposer pour les ramener toutes au même niveau. Et on verra à partir de quand on a un rendu comparable. Là, je passe à 800. Je vais faire un passage par 1250 parce que j'ai vu que l'appareil photo dans l'application de timelapse, lui, il utilise la sensibilité 1250. Donc si ça se trouve, peut-être qu'il se passe quelque chose de particulier à cette sensibilité-là, on ne sait pas. Et je vais jouer le jeu jusqu'au bout. Là, j'en suis à 6400 ISO. Là, ça devient un petit peu fort pour un capteur aussi petit. Je suis pas sûr que l'image soit très très belle à regarder. Ça devient très clair. Je suis seulement à 10 secondes de pause, mais le ciel devient très clair.
Puis je m'en fais une dernière à 12800 ISO. En fait, c'est la valeur maximale de l'appareil photo. Oula, là la photo elle est vraiment très très claire. Elle n'est pas surexposée encore, mais elle est très très claire. Puis pour finir, là, je vais me faire de nouveau un petit time-lapse. Donc je vais repartir sur des temps de pause de 20 secondes. Allez, là, ça fait un moment que l'appareil photo tourne. Je vais l'arrêter. Et puis surtout, je vais faire des images à la suite avec le capteur dans le noir. Et surtout, je les enchaîne tout de suite, tant qu'il est bien chaud. Pourtant là, je touche le dos de l'appareil photo. Le dos de l'appareil photo est pas si chaud que ça. Si, un petit peu, on le sent en fait derrière l'écran. Derrière l'écran, il fait bien chaud. Ça peut valoir le coup de le laisser ouvert, l'écran. Si l'écran est ouvert, ça permet de ventiler un peu plus derrière le capteur, donc à mon avis, ça minimise le problème. Le ciel est toujours très très beau. Puis après, moi, je vais m'arrêter là, parce que demain, je vais aller essayer l'appareil photo en plongée. La plongée, ça démarre à 8h30. Puis ça va être encore une autre histoire. L'eau, la Méditerranée est assez froide en ce moment avec le Mistral. Et en dessous de la surface, là, ça descend à 14-15 degrés visiblement. J'ai jamais expérimenté de plonger en eau froide comme ça. On va voir ce que ça donne. Voilà, il m'a fait quelques images de dark, donc je crois que je vais m'arrêter là. Allez, c'est tout pour ce soir. Le reste, il faudra aller voir derrière l'ordinateur, bien au chaud, voir ce que tout ça, ça donne. Alors pour conclure ce test, j'ai eu pas mal d'images à dépouiller un peu sur l'ordinateur. Ça m'a pris quelques mois, mais j'en viens à bout. En fait, ce que j'ai pu voir, c'est que sur l'application Timelapse, il n'y a rien à faire. Le défaut qu'on a d'avoir une trame dans le bruit parallèle au mouvement des étoiles, on l'a dans tous les cas, même si on monte le timelapse soi-même à partir des images individuelles. Donc finalement, la meilleure solution pour faire un timelapse, c'est la bonne vieille manière avec un intervallomètre, en commandant les photos soi-même avec l'intervallomètre, et puis en les montant dans Virtual Dub par exemple. Alors là, on a le signal thermique qui est très important dans les images, vu que le capteur chauffe beaucoup, en fait le signal thermique est incroyablement élevé. Donc il faut vraiment faire un dark, et on peut le soustraire à l'ensemble de la vidéo dans un logiciel comme Premiere. Il suffit de superposer l'image de dark, l'étirer sur toute la longueur du timelapse et fusionner en mode différence, comme on enlèverait un dark dans Photoshop. Donc c'est assez facile. Ce qu'on voit par contre, c'est que la correction du dark ne convient pas au début de la vidéo. Elle ne convient pas du tout parce que le capteur n'a pas encore atteint sa température maximale, donc il faut attendre quelques secondes du timelapse. Donc en réalité, c'est sans doute 10 minutes, un quart d'heure, que suffisamment d'images aient été faites pour que le capteur soit à sa pleine température, et après la correction se passe pas mal. Dans l'histoire, on perd quand même de la dynamique puisque le signal thermique, le dark, est quand même assez lumineux, donc on part d'une image qui est un peu bruitée, et en enlevant tout ce signal, ça enlève de la profondeur dynamique. L'autre chose que j'ai vue, c'est que l'expérience de faire un même temps de pause avec différentes sensibilités entre 200 et 1200 ISO, ça me montre très clairement qu'à partir de 1250 ISO, on ne gagne plus rien. Une fois qu'on a ajusté l'exposition des images, soit en sous-exposant, soit en surexposant pour avoir le même rendu partout, en fait, on voit qu'à partir de 1250 ISO, on a l'air de plus rien gagner. Pour être vraiment sûr, j'ai fait une autre expérience en utilisant le logiciel de Christian Bull, Isis. On peut faire une mesure de ce qu'on appelle le bruit de lecture. C'est la petite incertitude qu'on a à chaque fois qu'on lit le signal sur le capteur. Et en fait, en traçant la courbe du bruit de lecture en fonction de la sensibilité, on voit que le bruit de lecture diminue à mesure qu'on augmente la sensibilité. Et puis à partir de 1250 ISO, en fait, le bruit de lecture ne diminue plus. Et puis on a du coup une indication du bruit de lecture qui est de 2,5 électrons, c'est très très bas. Et pour référence, le Sony Alpha 7S, qui est quasiment le meilleur de sa catégorie dans ce domaine, il a un bruit de lecture de 1 électron, donc 2,5. C'est déjà très très bien, c'est un très bon résultat.
Et du coup, en fait, au final, avec cet appareil photo-là, le fait d'avoir un capteur éclairé face arrière, plus le fait d'avoir ce bruit de lecture très très bas, en fait, on a quasiment, je pense, une qualité d'image qui est relativement comparable avec ce qu'on avait sur les premiers réflexes numériques. Et là, c'est un appareil photo qui tient dans la poche. Donc c'est plutôt une belle prouesse, c'est une belle performance. Et puis le dernier point, c'est un peu un point qui fâche avec Sony, c'est l'effet Star Eater, c'est-à-dire le fait qu'à partir d'un certain temps de pause, l'appareil photo a tendance à bouffer les étoiles littéralement. Alors ça se produit en général sur les appareils photo Sony au-delà de 3,2 secondes de pause. Et avec le RX100, j'ai pu observer le même phénomène. Des pauses de 4 secondes et plus ont cet effet de réduction du bruit qui tend à manger les étoiles. Alors, c'est un sujet qui fâche quand on parle des Sony Alpha 7, parce que là, c'est des appareils photo dont on attend le maximum de souplesse, et surtout, c'est un défaut qui n'existait pas sur le Alpha 7S1 et qui est apparu avec des mises à jour de firmware et sur les appareils récents. Il semble que Sony soit en train de le corriger. L'Alpha 7R3 qui vient de sortir, visiblement, a beaucoup moins ce défaut-là. Là, sur le RX100, on a ce défaut-là. Alors, il faut dire défaut entre guillemets. Avoir ce défaut-là sur un capteur 24-36, c'est un peu dérangeant. Là, on est sur un appareil photo compact. Quand on l'emmène faire des photos de nuit, on est vraiment sur un usage extrême. On le pousse clairement dans ses limites, ses retranchements. Et donc, c'est pas si choquant que ça qu'il y ait des petits artifices pour cacher le bruit sous le tapis. Et puis, à l'arrivée, la qualité des images reste vraiment très bonne, très sympa pour un appareil photo compact. Donc le bilan de ce test, globalement, il est quand même très positif pour moi. Clairement, on n'a pas toujours un réflexe avec soi. Donc c'est l'intérêt de l'appareil photo compact. C'est pour ça que j'ai un appareil photo compact. C'est pour pouvoir dépanner quand le réflexe n'est pas là. Et là, avec le RX100, on peut même se dépanner la nuit très clairement, sans aucun scrupule, en sortant des images parfaitement regardables. Donc c'est plutôt très très concluant. Je suis plutôt content en fait. Au début de ce test, Sony m'en a prêté un et puis en fait depuis j'ai fini par en acheter un pour moi, pour m'accompagner en reportage, etc. Donc ça veut dire que j'ai été plutôt convaincu. Voilà, allez, à bientôt, salut.